Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct, à la télévision, via vos box. Émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, passez la douceur de la nomination de Scott Bessent qui s'est vu hier sur les marchés avec un petit rallye obligataire qui a permis une petite détente des taux longs américains. Passé cette douceur, la méthode Trump reprend très vite le dessus et les marchés se sont réveillés ce matin avec une série de publications du président élu sur les réseaux sociaux pour annoncer une série de tarifs qu'il promet pour son premier jour installé à la Maison-Blanche le 20 janvier prochain. Des tarifs qui vont concerner le Canada et le Mexique, des partenaires importants évidemment pour les États-Unis, sans oublier la Chine. Pour l'instant, l'Europe n'a pas été citée ni ciblée explicitement par Donald Trump. Vous aurez le détail de ces annonces ou de ces promesses du président élu dans un instant avec Pauline Gratel. Certains marchés ont pris acte de cette méthode et du retour de Tarifman, comme on l'appelait à l'époque, pendant la première guerre commerciale 2018-2019. Le marché d'échange notamment a beaucoup ajusté ces derniers temps. On a vu le peso mexicain qui a déjà beaucoup souffert ces derniers temps, souffrir encore un peu plus aujourd'hui. Le dollar canadien également. Pour ce qui est des actifs actions, on notera qu'un secteur est passablement sous pression aujourd'hui un peu partout dans le monde. C'est le secteur automobile qui accuse les plus lourdes baisses, notamment en Europe. Pauline Gratel vous raconte tout ça dans un instant. Nous reviendrons évidemment sur ce qu'implique la doctrine Trump pour les investisseurs et comment est-ce que cette doctrine Trump peut être modérée peut-être par le futur secrétaire du Trésor qui a été nommé ces derniers jours, Scott Bessent. C'est bien le duo et le fonctionnement de ce duo qui va être important pour les marchés. Discussion avec nos invités dans quelques instants. Nous suivrons ce soir avec un calendrier américain un peu décalé en raison de Thanksgiving cette semaine. On aura une demi-séance jeudi. Le calendrier est un peu décalé, donc nous aurons ce soir les minutes de la Fed, le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire qui se déroulait les 6 et 7 novembre dernier avec à la clé une baisse de 25 points de base pour la Banque centrale américaine. Et enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir, le quart d'heure thématique, nous évoquerons l'investissement dans les territoires en France. Quelles sont les forces des territoires sur le plan de l'investissement pour les investisseurs? Nous en parlerons avec le fondateur, cofondateur et directeur général d'Épopée Gestion, Ronan Lemoyle, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui nous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. C'est donc le retour de Tarifman. Donald Trump n'a pas attendu très longtemps pour engager l'offensive sur les questions de droits de douane. Oui, quelques jours après la nomination de Scott Bessent, Donald Trump rappelle quand même que le chef, c'est lui, et promet au premier jour de son mandat une augmentation des droits de douane pour la Chine, le Canada et le Mexique. Ces taxes ont pour but, selon lui, de lutter contre les importations de drogue et contre l'immigration illégale. En ce qui concerne le Canada et le Mexique, les tarifs pourraient s'élever à 25%. Pour la Chine, Trump évoque une hausse de 10%. Quelles ont été les réactions de marché qu'on a pu observer dans les pays concernés, Pauline? La Chine s'attendait à des hausses allant jusqu'à 60%, donc les marchés n'ont finalement que peu reculé. Le yuan recule également un petit peu. Les mouvements ont été plus forts au Canada, avec un dollar canadien au plus bas depuis 4 ans. Le peso mexicain, lui, est au plus bas depuis 2 ans. Comment ont réagi les marchés obligataires, à commencer par le marché obligataire américain? Le rendement américain à 10 ans est stable autour de 4,30% après le rallye obligataire d'hier qui saluait la nomination de Scott Bessent. Le rendement américain à 2 ans tourne autour de 4,25%. Côté devise, l'euro se remet un petit peu de sa faiblesse avec un euro-dollar à 1,05. D'ailleurs, à noter en Europe, le spread franco-allemand est toujours autour de 80 points de base. Qu'en est-il des indices actions? Les bourses européennes évoluent en repli aujourd'hui après ces nouvelles annonces de Trump. En France, le CAC 40 se maintient au-dessus des 7200 points, mais est plombé par Stellantis qui cède 5%. Plus globalement et au-delà de la France, c'est tout le secteur auto qui recule. Volkswagen, BMW, Mercedes ou encore Porsche cèdent tous plus de 2%.
Parmi les mouvements spécifiques autour des valeurs françaises, en l'occurrence, on notera la dégradation du titre Amundi par les analystes de BNP Paribas et de JP Morgan. Oui, les deux brokers citent notamment des incertitudes après l'OPE de Unicredit sur Banco BPM quant à la distribution de produits financiers en Italie. Le titre Amundi cède 4% aujourd'hui et figure parmi les plus forts reculs du SBF 120. Et puis un mot de l'inépuisable feuilleton Atos. Oui, après l'annonce des négociations pour les activités stratégiques d'Atos hier avec l'État français, le groupe remporte aujourd'hui un contrat de 165 millions d'euros avec Eurocontrol pour soutenir ses services de gestion dans l'aviation et de l'espace aérien en Europe. Le titre bondit de 80%. Quel est le programme de demain sur les marchés, Pauline ? La journée de demain sera chargée en indicateurs macro et surtout aux États-Unis avec la publication de l'indice Core PCE du mois d'octobre, très regardé par la Fed, qui est attendu en progression de 0,3% sur un mois. Les investisseurs regarderont aussi la deuxième estimation du PIB américain du troisième trimestre. En première estimation, il s'établissait à 2,8%. Pauline Gratel avec nous chaque soir en ouverture de Smart Bourse Tendance, mon ami, pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Edmund Ching est avec nous, le directeur des investissements monde de BNP Paribas Wealth Management. Bonsoir Edmund. Bonsoir. Merci d'être là. Thomas Vett nous accompagne également, le responsable de la gestion obligataire de Spirit Asset Management. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Didier Borowski d'être à nos côtés également. Bonsoir Didier. Bonsoir. Vous êtes responsable de la recherche politique macro chez Amundi Institute. Commençons, à propos de politique macro, par le retour de Tariffman. Je le disais en introduction, on a eu une petite séance sucrée hier avec la nomination de Scott Bessent, qui a un profil jugé rassurant par les investisseurs, en tout cas capable peut-être d'apporter une forme de modération à une doctrine Trump peut-être un peu trop maximaliste par certains aspects. Et dès aujourd'hui, Donald Trump, comme le disait Pauline, montre que c'est quand même lui le président élu et que pour Day One, il a déjà prévu des tarifs. Alors, pour le Canada et le Mexique, deux partenaires majeurs, et bien sûr pour la Chine à ce stade. Comment est-ce qu'on intègre ou qu'est-ce que cette entrée en matière nous dit aujourd'hui, Didier ? Bon, ça nous dit d'abord qu'il est déterminé à prendre des mesures tarifaires, mais ça ne surprend personne. Ensuite, concernant l'agenda, on s'attendait à ce qu'il y ait des annonces dès le 20 janvier, donc c'est ce qu'il annonce. Ensuite, on sait aussi qu'il y a ce qu'il dit et il y a ce qu'il fait en pratique. Il est tout à fait possible qu'il y ait des négociations qui fassent qu'on n'ait pas les montants qui sont aujourd'hui annoncés. En tout cas, il faut se préparer au fait qu'on a une vague de tarifs protectionnistes. La question est de savoir qui et dans quelle mesure sera touché en 2025. Et là, l'incertitude va durer encore un bon moment. Donc il va falloir prendre du recul par rapport aux annonces au jour le jour de Donald Trump. Il tweete beaucoup, il va annoncer beaucoup de choses, il ne fera pas tout ce qu'il annonce. Et donc il faut raison garder et simplement se préparer en effet à une vague de tarifs protectionnistes. Quel est l'intérêt pour lui ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que il annonce 10% sur la Chine, là où il a quand même évoqué régulièrement l'idée de 60% de droits de douane supplémentaires. Et il veut mettre 25 sur le Canada et le Mexique. Pourquoi cibler d'abord ces pays, Canada et Mexique notamment ? Pourquoi n'annoncer que 10% à ce stade sur la Chine ? Oui, il a probablement plus à négocier avec la Chine qu'avec le Canada et le Mexique. C'est probablement son angle d'attaque. Donc la Chine, c'est un gros morceau. Il y a d'autres sujets qui sont probablement parallèlement sur la table. Donc ça laisse une capacité de transaction, comme on dit, un Trump transactionnel vis-à-vis de la Chine. Avec le Canada et le Mexique, il y a probablement aussi une approche transactionnelle, mais enfin, il a les coudées plus franches, probablement avec ces deux voisins. Donc il y a une stratégie, en tout cas ça fait passer un message que la Chine sera traitée à part. Ouais. Et soit dit en passant, en creux, on a aussi le message que l'Europe sera traitée à part. Et donc ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de barrière tarifaire. Le fait qu'il n'ait pas ciblé l'Europe aujourd'hui, c'est pas une bonne nouvelle. Ça va venir. Ça va venir. Et je pense qu'il se réserve aussi peut-être une attitude ou quelque chose de très particulier sur l'Europe, avec possiblement aussi une attitude qui discrimine certains pays, parce que tous les pays n'ont pas les mêmes excédents vis-à-vis des États-Unis. Donc il faut aussi être extrêmement prudent là-dessus. On va avoir une montée en puissance de l'approche avec les barrières tarifaires. Et donc ça, c'est quelque chose, en effet, qu'on a déjà, de toute façon, que les marchés ont déjà escompté, parce que, de facto, quand on voit ce qui s'est passé sur les bourses depuis l'élection de Donald Trump, ça traduit bien le fait qu'il va y avoir des perdants.
dans cette guerre commerciale. Oui, et que le gagnant sera américain. Enfin, le gagnant C'est ce que sera traduit américain. la réaction de marché qu'on observe. Mais ça, c'est depuis une réaction qui vise simplement à prendre en considération les effets positifs de la politique de Trump. Il y a le choc positif dont tout le monde rêve. C'est celui où il y a pérennisation des baisses d'impôts supplémentaires, c'est bon pour l'investissement, les profits, et ça soutient l'activité économique. Et puis, il y a quand même les chocs d'offres négatifs. Donc, on commence à voir les annonces. C'est bien la politique tarifaire plus la politique migratoire, peut avoir un effet très négatif sur l'activité économique plus tard, en 2025. Alors, Trump sera probablement pragmatique, mais il n'en demeure pas moins que, pour le moment, les investisseurs n'ont commencé à escompter que l'impact favorable sur la croissance américaine, ce qui pose question. Oui. Thomas, c'est intéressant là dans la justification de la mise en place ou de l'annonce de ces tarifs pour le Canada, le Mexique, la Chine. Il y a des questions de flux migratoires, évidemment très importantes pour Trump après sa victoire électorale. Il y a des questions de santé publique également, à travers la question du trafic de drogue et des produits de synthèse type fentanyl. C'est pas tant sur l'aspect économique qui s'est placé pour justifier de la logique de ces tarifs. Non, tout à fait. Bon, mis à part la Chine de côté, mais sur le Mexique et le Canada, c'est pour répondre à son électorat qui l'a élu sur globalement 2 mandats premiers, qui est on en a marre de l'inflation. Ça, on verra comment il le règle, parce que son programme est pour le moment, à première vue, quand même assez inflationniste, et de l'immigration, l'insécurité, la drogue et toutes ces choses-là. Avec les 25% sur le Mexique et le Canada, il s'attaque à ça tout de suite pour faire plaisir à son. Donc c'est la magie des tarifs, quoi. Ça peut tout régler. C'est de la négociation. Il tweet, le retour des tweets sont là. Il n'est pas encore au pouvoir réellement. Ça sera le 20 janvier, mais les tweets sont déjà là. Ça va continuer. On le sait. On a l'habitude maintenant avec Trump, surtout pendant les 18 prochains mois. Enfin, ces 18 premiers mois où il aura toutes les cartes en main pour mener jusqu'aux élections du mandat. C'est ça le vrai horizon pour lui, c'est ça. Et puis il va vouloir aller vite. Il va vouloir aller vite avec ses élections de mi-mandat en 18 mois. Et donc ça va tweeter assez fréquemment. Et il a commencé par faire plaisir à son électorat sur l'immigration pour négocier avec le Mexique, le Canada sur ces questions plutôt de santé publique, effectivement, fentanyl, drogue et immigration. Ouais. On rappelle, il avait déjà renégocié un accord, l'ancienne ALENA qui avait été remis au goût du jour à l'occasion de son premier mandat, pour justement trouver des compromis avec des partenaires qui sont quand même des partenaires, indispensables sans doute, mais qui sont des partenaires aux frontières des États-Unis, le Mexique et le Canada. C'est quand même compliqué de les enlever de la carte, quoi, ce point de vue-là. C'est évident, mais là c'est un aspect à mon avis vraiment plus... Il l'a tweeté d'ailleurs. C'est un aspect assez purement immigration, drogue, fentanyl et plutôt que économique. Ça a été le cas la dernière fois. C'est ce qu'il a clairement tweeté. Ce qui est intéressant, c'est que quand même le marché pourtant qui a connu Trump 2016-2020, il continue de réagir assez vite, assez fort. En tout cas, le peso mexicain, il sent bien passer quand même les tweets de Trump. Ouais, c'est normal, mais par contre, le marché obligataire n'a pas réagi. Donc ça montre bien aussi que ce n'est pas une décision économique et que ça va avoir des impacts économiques, c'est plus de la négociation pour le moment, sinon le marché obligataire l'aurait pris content et aurait pu envoyer les taux à nouveau un peu plus haut. Il ne l'a pas fait aujourd'hui, on est le rappeler, on est assez flat sur les taux. Depuis Bessent hier, c'est moins 10 points de base. Donc pour le moment, le marché obligataire est assez calme là-dessus, contrairement à ce qu'il a été sur le dernier mois et demi suite à la nomination. Bon, Donald Trump, Scott Bessent, comment est-ce que vous voyez ce duo fonctionner sur les affaires économiques, Edmund ? Aucune idée. Non, mais franchement, ça va être compliqué parce que Trump est, bien sûr, c'est lui le chef. Et donc, Scott Bessent et tous les secrétaires, par contre, doivent quand même suivre ce que M. Trump dit. Et donc, je pense que ça va être compliqué au début. Il y a un rapport de force qui va s'établir. Oui, mais c'est clair dès le début que c'est Trump qui est le chef et les autres qui suivent après, qui fait partie du gouvernement et qui peuvent aussi être licenciés. Donc c'est quand même assez facile. Donc pour le moment, on est quand même à 2 mois à l'arrivée de l'administration de M. Trump, le président Trump, donc à voir. On sait bien qu'il change d'avis tous les 5 minutes, donc ce qui tweet aujourd'hui peut changer demain, donc on a 2 mois de ça. Donc je pense qu'il ne faut pas surréagir aujourd'hui au premier tweet, parce que demain, il va passer aux autres choses, et voilà. Donc.
Après, c'est intéressant parce que la nomination de Bessent a pris quand même un peu plus de temps que, je ne sais pas, le choix de l'Attorney General Matt Gaetz, qui d'ailleurs a lui-même décidé de partir avant qu'il soit retoqué par le Sénat. Mais ça montre bien qu'il y avait une attention particulière dans l'équipe Trump sur la nomination du secrétaire du Trésor. Quel est le message qu'il a quand même voulu envoyer, Edmond ? Je ne sais pas si c'est le message, simplement qu'on avait deux cons qui voulaient des candidats différents, qui étaient tous les deux assez forts. Ouais. Et donc, c'est le con qui poussait Bessent qui a gagné. Enfin, on avait quand même Elon Musk et autres qui disaient plutôt que Scott Bessent, ce n'est pas forcément le bon choix. Non, parce que trop consensuel, parce que pas assez disruptif. Voilà. Ça montre que Trump a voulu choisir quelque chose d'assez consensuel à ce poste pour calmer les marchés, peut-être. Ouais. Quelqu'un dans lequel les marchés financiers peuvent avoir confiance, et les marchés peuvent dire qu'au moins Scott Bessent nous comprend. Il nous comprend bien, parce que c'est lui qui n'a pas arrêté de marcher depuis très longtemps chez Soros. Ouais. Voilà. Jusqu'où il va écouter Scott Bessent Enfin, déjà, qu'est-ce que Scott Bessent a à dire ? Parce qu'il s'est quand même exprimé, Scott Bessent. Visiblement, il s'est quand même préparé à la tâche, il a publié différentes tribunes, etc. Il a formalisé la règle des 3-3, 3% de déficit, 3% de croissance, 3 millions de barils jour supplémentaires pour la production de fossiles aux États-Unis. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais il a quand même réfléchi un peu à son poste. Oui, mais enfin, la règle des 3-3, elle est inatteignable. Donc déjà, un premier élément, puisque le déficit budgétaire ne reviendra pas de sitôt à ce niveau-là, le déficit budgétaire va rester très élevé. Les coupes de dépenses ne permettront pas du tout d'endiguer la montée du déficit budgétaire induite par les baisses d'impôts. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, l'agenda, c'est quand même un agenda Trump, donc il va falloir qu'il s'y colle. En revanche, je partage complètement l'idée que la volonté de nommer quelqu'un de ce type, c'est une façon de rassurer les investisseurs et les marchés dans la période qui va le mener à la Maison-Blanche. Et donc ce que cherche à faire Trump dans un premier temps, c'est de rassurer et puis de construire ce narratif d'un choc qui va être in fine favorable à l'économie américaine. Donc il essaye de faire passer l'idée au jour d'aujourd'hui que ces politiques économiques vont être favorables et qu'il va regarder de près l'impact économique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. Donc ce narratif, il est en mesure par définition de le poursuivre à minima jusqu'à son arrivée à la Maison-Blanche. Et donc on verra plus tard ce qu'il en est de l'action publique. Mais dans un premier temps, je pense qu'il va falloir prendre pour argent comptant ce qu'il raconte sans pouvoir contrôler. Il va y avoir en fait différentes séquences dans cette prise de pouvoir. Et donc la deuxième séquence où on verra plus clair, c'est au premier trimestre, quand on verra les décisions effectives qui sont prises et jusqu'où elles nous mènent. Mais il ne faut pas non plus sous-estimer. Alors, attention, un Trump pragmatique probablement, plus pragmatique qu'on a pu craindre. Il ne faut pas non plus sous-estimer la volonté de Donald Trump de faire des choses, notamment en matière de politique tarifaire. Donc il y aura peut-être une approche transactionnelle vis-à-vis de certains pays, mais dans l'ensemble, on aura bien un choc qui est sans commune mesure avec ce qu'on a connu sous Trump 1. Et donc qui pouvait poser quand même, qui pose des risques sectoriels dans certains pays, ou des risques pour certains pays qui vont être très exposés aux barrières tarifaires. Ça va venir d'une façon ou d'une autre. Mais l'aspect tarif, vous dites, c'est trop. Le coût politique de renoncer à cette logique-là, il est trop important pour Trump. Mais il sera peut-être pas aussi frontal que ce qu'il avait dit dans certaines de ses déclarations avant. Donc il va probablement évoluer entre je ne fais rien ou je fais peu. Ou je mets 1000% de tarifs, comme il évoquait à un moment sur le Mexique. Et tous les partenaires commerciaux sauront qu'il y a une épée de Damoclès. S'ils n'acceptent pas certaines conditions de Donald Trump, ils se verront affecter des tarifs plus élevés. Donc ça va se passer comme ça. Et il va falloir s'habituer en 2025 à vivre dans un environnement non stable. Et ça, l'instabilité de politique économique ou de politique tarifaire, en soi, c'est quelque chose qui est mauvais pour le commerce mondial, il faut quand même le dire. Comment vous voyez le Trump 2.0 par rapport au Trump de 2016, et où est-ce que vous voyez les limites aujourd'hui de la doctrine Trump par rapport à ce qui a pu être mis en place déjà pour le premier mandat, notamment avec l'aspect tarifaire, commercial, etc. Thomas. Le personnage, c'est le même. C'est le même et il commence avec les mêmes méthodes, des tweets. Après, la situation économique est complètement différente. Début 2017, quand il a commencé son investiture, l'inflation on n'était pas dans dans une situation où l'inflation était un problème aux États-Unis. La dette, on était sur un endettement autour de 100% du PIB, 105% du PIB. Et on avait un déficit autour de 3%. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, la situation, elle est complètement différente. On vient de connaître une vague d'inflation plus que majeure, on va dire dans l'économie mondiale, mais très forte aussi aux États-Unis, qui a choqué le monde entier et les Américains en premier. D'ailleurs, ils l'ont élu un petit peu pour ça aussi. La dette américaine, aujourd'hui, elle est autour de 124-125% du PIB.
plus rien à voir non plus. Le déficit, Didier en parlait, on va finir quasiment autour de 7% du PIB cette année. Donc la situation elle est complètement différente. Donc les tarifs, oui, le bonhomme, ça sera la même méthode. La même méthode. Par contre, il n'aura peut-être pas autant de cartes que ce qu'il avait, où il y aura des forces de rappel. Et la force de rappel, ça sera le marché. Si Scott Bessent ne veut pas le faire, c'est le marché qui s'en occupera, clairement. Si l'endettement part trop haut, si le déficit part trop haut, que ce n'est pas contrôlé, il y aura une pontification très forte des courbes de taux. Et ça créera... Et la vigilance du marché peut s'exprimer de manière très rapide dans le contexte actuel. Bien évidemment, on le D'accord. voit. Ces derniers temps, on l'a bien vu. C'est les États-Unis. C'est encore un monde différent, mais on l'a vu en Grande-Bretagne avec Liz Truss, on l'a vu en ce moment, on le voit en France, dans une mesure peut-être encore un peu juste, mais Pauline en parlait, le spread de Bund OAT à 4%. Mais vous le dites, les États-Unis vivent dans une forme d'exceptionnalisme qui leur... mais les marchés, auxquels on prête des marges de manœuvre supplémentaires du fait de cet exceptionnalisme du dollar, des porte-avions, etc. Jusqu'à un certain point, je pense. Ouais, jusqu'à un certain point, et ça, ce sera au marché de décider. Mais on voit bien aussi que le marché a déjà réagi quand même, depuis l'élection de Trump. Sûr. Sur la remontée des taux à 10 ans, on a pris à peu près 80 points de base. Et ces 80 points de base, quand vous les décomposez, c'est 50 points de base de prime de terme et 30 points de base d'évolution des taux courts moyens. Donc les 50 points de base de prime de terme, c'est de la prime d'incertitude. C'est Trump. Et c'est Trump. Donc le marché réagit et peut réagir beaucoup plus fort s'il faudra. Sur la prime de terme, on est aujourd'hui à 20 points de base. On a eu l'habitude ces dernières années d'avoir une prime de terme négative, mais historiquement, 20 points de base de prime de terme, c'est faible. On a déjà connu des primes de terme à 1, 2, 3%. Donc, avec des taux directeurs, une inflation qui est encore là, un programme assez inflationniste, donc une Fed qui va sûrement continuer à baisser les taux, mais jusqu'à un point limité, le taux à 10 ans, il a potentiellement de la marge si Trump déraille. Il aime bien aussi, alors les marchés restent un guide quand même important pour Donald Trump. Il commence beaucoup de rallyes, de meetings, mais déjà en 2016 en demandant comment va votre 401k, comment va votre contrat d'épargne retraite. Il aime bien que les gens soient contents de voir la performance de leur 401k, comme on dit. Et ça reste aussi quelque chose de transversal chez Trump. Enfin, je veux dire, cette logique de marché, la capacité à maximiser le portefeuille de l'américain moyen, le 60-40, ça reste quelque chose d'important pour lui? Oui, au moins l'indice S&P, mais cela dit, je pense que l'impact d'inflation est beaucoup plus important cette fois-ci, parce qu'en 2016, les ménages sont fichés complètement de l'inflation, parce que l'inflation était en dessous de 2%, aux autres de 2%. C'était parce que, effectivement, l'impact de l'inflation, c'est la confiance des ménages, c'est binaire. Soit c'est comme super important, comme aujourd'hui, soit ils s'en fichent complètement. En 2016, ils s'en fichent complètement parce que le taux d'inflation était très bas depuis très longtemps. Donc, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, c'est un vrai, toujours un vrai. Et je pense que c'est il y a une mémoire immédiate très forte. C'est sûr. Et je pense que c'est une des raisons, une des raisons principales pour lesquelles Kamala Harris elle a perdu. Elle a perdu parce qu'elle faisait partie de l'administration de Biden et tous les acteurs ont dit non, le taux d'inflation est trop élevé. Et il faut sanctionner le gouvernement, c'est Biden, c'est les démocrates, et voilà, on les sanctionne. Et je pense que c'est aussi simple que ça. Et donc il sera Trump va faire plus sur l'inflation. Un peu, oui, un peu. Et beaucoup des gouvernements qui ont été aux manettes pendant ce choc inflationniste se retrouvent souvent mis dehors quand le temps des élections revient. Après les crises ou les chocs inflationnistes. Ça vaut pour lui aussi, Enfin, si a priori il ne se représentera pas. Mais non, c'est un problème pour le Parti républicain, pas pour lui. Parce qu'en 4 ans, lui, il passe à la retraite, son problème. Mais pour le Parti républicain, c'est un vrai souci. Mais ça veut dire qu'il va y avoir des résistances au sein du Parti républicain. Que tout le Parti républicain... Ça va être compliqué quand même. Parce que pour l'instant... MAGA est partout dans le Parti républicain, là. Oui, on a aussi un deuxième effet qui est quand même intéressant, qui est l'effet de Robert Kennedy Jr. C'est parce que c'est lui qui a quand même apporté les électeurs... Donc à la santé, secrétaire d'État en charge de la santé. Mais qui était quand même, à la base, démocrate. Comme Elon Musk à l'époque. À l'époque, il était démocrate aussi. Mais je me demande si Trump lui-même n'a pas donné au Clinton à l'époque. Enfin voilà, donc c'était un moment démocrate. Mais c'est quand même important de dire ça parce que effectivement, les démocrates, ils ont failli de remporter les voteurs jeunes indépendants. Parce que c'était Robert Kennedy Jr. qui a porté 16 électeurs, qu'ils ont remporté 16 électeurs
pour les républicains, pour Trump. C'est ça quand même très, très important de dire. Donc lui, il a un effet très, très important qui n'a rien à voir avec 2016. Ouais. Donc là, c'est un facteur qui est un peu compliqué à décrypter aujourd'hui, mais je pense que ça va changer un peu l'impact de cette administration par rapport à 2016. D'accord avec l'idée que le choc inflationniste a été tel que l'inflation va rester le juge de paix de Donald Trump vis-à-vis de ses électeurs, encore une fois. Loin, et là où je suis d'accord, c'est que le Parti républicain n'est pas aussi monolithique qu'on le dit. C'est vrai qu'il y a une large majorité pro-Trump, mais au fil du temps, c'était ma question. les républicains vont commencer à songer au midterm. La vie américaine, oui, 2 ans. Et fait que c'est on est d'accord. en élection. On est d'accord. Dès la mi-2025, la problématique pour les congressmen, ça va être les midterms. Et là, dans la mesure où Trump ne sera pas réélu, n'est pas rééligible, ils vont pouvoir prendre potentiellement leur distance. Et l'inflation a été un facteur absolument essentiel, un motif de vote absolument essentiel. Et donc là, en effet, il va falloir être très vigilant. Ce qui peut d'ailleurs permettre, ou ce qui pourrait inciter Donald Trump à ne pas pousser trop loin le curseur des barrières tarifaires, parce qu'au final, elles peuvent être payées au final par le consommateur. Là, il y a une incertitude sur qui va payer la facture, mais une partie sera à la charge des consommateurs. En termes de marché, comment ça se traduit, Didier? On a vu 5% sur le 10 ans américain, ça n'a pas duré très longtemps. On a tout de suite vu que c'était déjà une limite pour beaucoup d'investisseurs, pour le marché action. Est-ce que ça reste un cadre d'analyse qui est valable aujourd'hui? On a vu à 4,50 sur le 10 ans américain, ça rachète un peu tout de suite, quoi. Est-ce que aller à plus de 5%, est-ce que dans le monde actuel, c'est envisageable, ou est-ce que 5% reste un plafond aux alentours de 4,8%, il y aura des flux de rachat sur la dette américaine. Okay. Mais le biais, au jour d'aujourd'hui, au niveau auquel on est redescendu, notamment avec la nomination de Bessent, à 4,30, il nous semble qu'il y a des risques de remontée. Bon, c'est bien, on a la fourchette, quoi. 4,30, 4,80, oui. quoi. Peut-être un peu plus bas. Que dit le gérant obligataire alors, la fourchette basse peut être un peu plus bas, mais je suis d'accord avec Didier sur la fourchette haute. Des risques de hausse. Le 4,80, on est au milieu de la fourchette là, je pense. Oui. Parce que s'il y a une chose qui paraît sûre, c'est que quels que soient les chocs, tous les chocs qui sont proposés par Trump sont des chocs qui vont provoquer des hausses de prix. Alors maintenant, le curseur de la hausse des prix est difficile à anticiper, mais on peut très bien voir à mi-2025, T3 2025, une nouvelle dérive de l'inflation qui s'écarte de la cible de la Réserve fédérale. Et ça, c'est pas aujourd'hui dans les cours, et ça peut bloquer la fonction de réaction de la Réserve fédérale. Donc tout ça, ça peut générer quand même de la volatilité obligataire. Il faut être extrêmement prudent sur les taux longs américains. La situation est très différente en Europe. Hein. Oui, on va en parler de l'Europe, mais oui. Non, je veux dire, est très différente aussi sur les taux courts. Parce qu'effectivement, les taux longs, on a parlé des primes de terme et compagnie, ils peuvent remonter, mais les taux courts aujourd'hui ont déjà quand même beaucoup anticipé, beaucoup plus que les taux longs. On le disait un petit peu tout à l'heure. 4,25 sur le 2 ans américain. Avant le meeting de la Fed de septembre, le marché, les Fed Funds futurs étaient à 2,80 en taux neutre final. On est à quasiment 4 aujourd'hui. C'est ça. Donc ça a été complètement repricé sur les taux courts. Les taux longs, effectivement, vont évoluer dans une fourchette, mais pour le moment... Donc il y a encore une poignée de baisse de taux possible pour la Réserve fédérale américaine dans ce monde-là, quoi. Voilà, bon après, encore une fois, les estimations de Fed Funds, on a vu ce que ça valait ces derniers temps. Hein. Ça peut changer une semaine avant un meeting. Oui. Ça peut changer, et puis de beaucoup. Hein. Donc ça vaut ce que ça vaut. Mais ce qui est pratiqué dans le marché, et actuellement, ce qui est pratiqué dans le marché, ça semble assez conservateur quand même sur les potentiels de baisse de taux. Donc il n'y a pas trop de risques à mon sens sur la partie courte de la courbe des taux américaines. Par contre, la partie longue, c'est une autre histoire. La volatilité, là, pour rester au moins sur cette partie longue de la courbe. Ce qui est fascinant, c'est que la volatilité sur les marchés actions, elle s'est effondrée, Edmund. En tout cas, sur le marché américain. Est-ce à dire que les actions américaines sous Trump vont vivre une vie formidable? Je vois déjà les premiers objectifs de stratégie pour 2025. J'ai vu un 7000 S&P 500. Oui, mais ils ont toujours tort tous les ans. Oui. Les objectifs de début de l'année sont toujours nuls. Donc là, il ne faut même pas regarder ces objectifs parce que c'est n'importe quoi. Est-ce qu'il peut mettre les actions en risque? Est-ce qu'il peut mettre... Je comprends la logique du marché obligataire, la volatilité que ça peut, la nervosité que ça peut générer sur le marché obligataire. Est-ce que, pour autant, il peut mettre les actions américaines en risque? Oui. Je pense que le fait que les 7 magnifiques se traitent avec un ratio PE de 30 fois, c'est déjà un risque. Ça n'a rien à voir avec Trump parce que c'était le cas avant Trump. Hein. Tout n'est pas la faute de Trump. Okay, voilà, donc si jamais le momentum de bénéfice par action pour les 7 magnifiques se dégrade,
Là, ça, c'est le risque, parce que la valorisation est quand même très élevée. Et si on a des déceptions côté résultat, de l'autre côté, ça va être fortement sanctionné par le marché. Et ça n'a rien à voir avec Trump. Je pense que c'est ça le risque à court moyen terme. Sauf que le marché factorise l'idée que Trump va prolonger au moins les baisses d'impôts, peut-être pouvoir en remettre ici et là. Mais aussi, c'est n'importe quoi. Pour les 7 magnifiques, ils ont des fiscalistes qui sont topissimes. Ils ont quand même... Ils ont quand même optimisé. Ils ont déjà optimisé leur taux d'imposition depuis longtemps. Non, c'est plutôt pour les moyens petits qui payent où ça joue. Parce qu'eux, ils payent vraiment. Les impôts aux États-Unis, quoi. Donc, si jamais le taux d'imposition pour des sociétés baisse aux États-Unis, ça va avoir un plus fort impact positif sur les moyens petits capis qui sont quand même derrière moins chers que les gros capis. Donc c'est plutôt là où vous avez envie d'être confortable aujourd'hui et d'amener les clients aujourd'hui. On conseille à nos clients d'acheter plutôt les moyens et petits capis aux États-Unis. Situation en Europe très différente, vous dites, quand les États-Unis sont toujours à la recherche de la haute pression pour leur économie, que ce soit sous Trump ou sous Biden. D'ailleurs, ça reste une logique fondamentale quand même chez les Américains. Qu'en est-il chez nous en Europe? Qu'est-ce que ça implique pour la Banque centrale européenne? Et qu'est-ce qu'on peut dire des actifs européens qui visiblement n'intéressent vraiment plus personne à part les Européens, quoi. Non, mais il y a un trou d'air conjoncturel évident qui se profile. On a déjà des indicateurs qui semblent montrer qu'il est en train de prendre forme. Donc ce trou d'air conjoncturel est lié à l'incertitude. Notamment, on pense à l'incertitude en Allemagne, en France. Plusieurs pays de la zone euro vivent des périodes incertaines sur le plan politique qui peuvent inciter évidemment les chefs d'entreprise à modérer ou à reculer leurs projets d'investissement. Alors ceci étant dit, il ne faut pas non plus sombrer dans un excès de pessimisme sur l'Europe. Je crois qu'il c'est là pour le moment, ce qu'on voit, c'est un narratif extrêmement favorable aux États-Unis qui me semble excessivement favorable parce que tout ne va pas se passer de façon aussi profitable à l'économie américaine. On voit que les aspects positifs pour l'instant de Trump. On n'a pas vu encore le revers de la médaille. Et on ne voit que les aspects négatifs du côté de l'Europe. Bien sûr, il y a un trou d'air conjoncturel. Oui, il y aura des mesures tarifaires qui peuvent toucher certains pays européens, mais ceci dit, on a quand même une montée des salaires réels qui va soutenir la consommation. On a des volants d'épargne qui sont en Europe très importants, qui serait d'ailleurs urgent de mobiliser pour financer l'investissement. C'est un autre débat, bien sûr, mais c'est un débat qui sera sur la table de la Commission européenne. Ça, c'est un autre débat, la mobilisation de l'épargne excédentaire qu'on a en Europe. Donc, il y a des possibilités en Europe de résilience. Et puis, moi, ce que je note, c'est aussi qu'il y a beaucoup de petits pays de l'Union européenne qui ont des performances macroéconomiques solides. Alors, on regarde beaucoup la France et l'Allemagne, c'est naturel. Mais quand on regarde les petits pays, on a la Grèce, le Portugal, l'Irlande, la Croatie. On a des pays qui seront pas loin de 2% de croissance l'an prochain. L'Espagne fera peut-être mieux que les États-Unis cette année. Donc, et ces pays, alors chacun ne pèse pas lourd dans l'ensemble de la zone euro, mais ces pays, pris simultanément, représentent un bon 30% de la zone euro en poids PIB. Donc ça, c'est quelque chose qui joue dans la prévision de l'économie européenne et donc qui peut provoquer, ou en tout cas atténuer le choc qui viendrait du commerce extérieur. Et ce qu'on voit en termes de valorisation d'actifs, parce que c'est ça votre question, la valorisation des actifs escompte quand même un choc conjoncturel majeur, pas seulement un trou d'air. Même si on a toujours une décote des actions européennes par rapport aux États-Unis. Une décote structurelle, historique, mais qui est d'une certaine façon liée au fait que la dynamique des profits est inférieure, que la croissance potentielle est inférieure. Mais par-delà cette décote structurelle des actions européennes vis-à-vis des actions américaines, si on regarde les grands écarts qui s'est élargi depuis l'élection de Donald Trump, et notamment en devise commune, parce que l'euro a aussi chuté, il va arriver un moment où les investisseurs vont pouvoir, étrangers, vont vouloir se repositionner sur des titres qui sont très décotés dans une devise qui est très sous-évaluée. La thématique, c'est quand le faire. C'est probablement pas le bon moment à court terme, compte tenu de l'incertitude et de politique, mais il me semble assez évident qu'en 2025, peut-être qu'il faudra attendre le printemps, le mi-2025, nul ne sait au jour d'aujourd'hui, il y aura des opportunités de réallocation très profitables vers les actifs européens qui ont été très décotés. Et là, il n'y a pas que les petites capitalisations américaines qui nous intéressent aussi, en passant, je fais une parenthèse, mais il y a aussi, bien sûr, les petites et moyennes capitalisations européennes qui pourraient profiter de la baisse des taux d'intérêt en Europe, du fait qu'on aura peut-être une clarification sur le plan de la politique budgétaire allemande. Ça, c'est un grand dossier que fera l'Allemagne post-élection. Et donc, tous ces éléments-là pourraient aider à construire un narratif plus favorable aux actifs européens. Mais je crois qu'il va falloir attendre de sortir du trou d'air dans lequel on est
est en train. Marché, les investisseurs globaux attendront d'avoir quand même une accumulation de preuves, Oui. de confiance. C'était Jérôme Powell qui nous disait on cherche la confiance. Voilà, il faut que les investisseurs globaux aient un peu plus confiance dans cette résilience européenne. C'est ça, clarification de ce que fait Trump vis-à-vis de l'Europe et des réactions. Clarification politique en Allemagne. Je pense que c'est les deux, au moins à minima, les deux nécessités. Et une BCE qui sera en capacité de délivrer tout ce qu'on attend d'elle. Parce que là, pour le coup, les attentes de marché sont quand même très ambitieuses. Très fortes. Et beaucoup trop peut-être. C'est quoi 1,75 vu, c'est ça, en fin 2025 pour le taux de dépôt de la Banque Centrale Européenne 1,65 là. 1,65, ok. On est à 3,25 aujourd'hui. Sur le taux final. C'est déjà en dessous des taux neutres qu'on pourrait estimer, ou des taux d'équilibre qu'on pourrait estimer plutôt que taux neutres. Alors on va être autour de 2,25 en taux neutre en zone euro. En dessous, on est sur des politiques un peu plus expansionnistes, moins restrictives du moins. Donc là, le marché, il price déjà deux cuts en dessous d'un taux neutre au minimum. Et sur les prochains meetings, ça s'accélérerait, encore une fois, selon les estimations du marché. La baisse de décembre, elle est complètement actée en zone euro, mais j'en regardais encore ce matin, il y a 30% de chances que ça soit un 50 points de base. Donc le marché est très optimiste sur les baisses de taux à venir en zone euro. Ça rejoint ce que dit Didier, l'état de l'économie européenne, elle est ce qu'elle est. On a encore eu une énorme divergence vendredi sur les PMI. Les PMI allemands, français de la zone euro en général sont sortis assez catastrophiques. Exécrables. Voilà. Oui. Alors qu'aux États-Unis, on est les services à 55. Les services c'est ça. Ouais. Les services à 57, composite à 55. Ouais. On est à composite à 48 en zone euro. Donc, ok, on a cette dichotomie entre les deux zones. Mais qui est dans ce contexte-là, dans les cours par contre. Dans les cours des actions et dans les cours des taux. 1,65 le taux d'arrivée en zone euro contre 4 aux États-Unis. On est sur des valeurs. Dans ce contexte-là, ça aurait du sens que la BCE envoie un 50 points de base le 12 décembre prochain. Ça pourrait être perçu comme étant une prise de conscience, un signal fort, qu'on n'a pas envie justement d'être obligé de retomber à 1,65 de taux de dépôt, quoi. Ça pourrait être un signal. Est-ce qu'ils vont le faire ? J'en sais rien. Personnellement, je pense que non. Je pense qu'ils vont rester sur leur mood de 25 points de base et de couper de 25 points de base à chaque meeting jusqu'à arriver à 2 déjà. 25, mais ça ramènerait les taux à 2 sur ce rythme-là au milieu d'année prochaine. Donc ça reste assez proche malgré tout. Est-ce qu'ils ont besoin de couper de 50 points de base d'un coup, avec toutes les incertitudes qu'il y a autour de la politique tarifaire de Trump aussi, qui pourrait être aussi inflationniste en zone euro. Ils sont beaucoup exprimés, beaucoup de membres de la BCE sont exprimés ces derniers jours. Philippe Lane, le gouverneur Schnabel, gouverneur grec aussi, italien, Panetta. Je ne pense pas qu'il y aura 50 points de base. Ils seront encore dans l'attente. La progressivité, quoi. Le côté graduel l'emporte toujours. Didier est d'accord, Edmund aussi. Ce serait pas. C'est parce que c'est la BCE ou ce serait le moment d'envoyer un 50 points de base? Non, parce que c'est la BCE, c'est comme ça. Les banques sont assez conservatrices. Donc pourquoi aller à 50 points de base Pour éviter peut-être d'aller à 1,50 au final sur le taux de dépôt. Ils peuvent instrumentaliser leur jeu de prévision économique pour faire passer l'idée d'une forme de forward guidance qui sont prêts à en faire davantage. Donc il faut quand même avoir en tête que du côté des banquiers centraux, la communication compte pour beaucoup. Et les prévisions macroéconomiques sont un instrument de communication. Et là, il y aura les nouvelles prévisions en décembre. C'est ça. Donc les nouvelles prévisions, ce sera une façon de faire passer au marché l'idée. Parce que s'ils annoncent une baisse de leur prévision de croissance économique, de facto, les investisseurs seront confortés dans leurs attentes. Dans leurs attentes. Il faut dire que dernièrement, tout le monde était en train de quand même baisser leurs prévisions de croissance économique pour la zone euro en 2025. Donc la BCE va simplement suivre la tendance baissière. Bien sûr. Malgré les arguments d'idées, c'est sûr que tout le narratif de la reprise, du rebond conjoncturel de la zone euro en 2025, il a été un peu affaibli quand même avec le vide politique qui s'installe un peu de partout et les incertitudes que ça génère. Il ne disparaît pas complètement. Affaibli, mais il ne faudrait pas l'évacuer pour autant. Sur les actifs européens, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui, Edmund? C'est tentant, on a envie d'être contrariant.
d'accumuler des positions. Surtout sur le Royaume-Uni, parce que je pense que le Royaume-Uni va être un peu moins touché par les tarifs que la zone euro, parce que le Royaume-Uni exporte très peu de choses. Donc déjà, c'est une économie un peu bizarre, mais ça c'est la première chose. Deuxième chose, les actifs sont très peu chers. Troisième chose, contrairement, si on regarde le marché de Forex, le sterling, oui, ça s'affaiblit contre le dollar, mais beaucoup moins que l'euro. Contre l'euro. Donc ça se renforce contre l'euro, donc c'est quand même intéressant de voir. Pour un investisseur européen, c'est pas mal. C'est pas mal, exactement. Exactement. Et si on regarde les actions britanniques, on a quand même un rendement de dividende aux alentours de 4%, qui est quand même pas mal. Bon, donc il y a des choses à jouer. UK, d'accord avec l'idée, le UK même Non, ça se traduit sur les taux. Oui, sur un investissement. Moi, c'est un de mes gros calls du moment. Et voilà, d'accord. C'est un de mes gros calls du moment. C'est vrai qu'on parle toujours en États-Unis et Europe, mais n'oublions pas le Royaume-Uni. Mais le UK, ils sont dans une situation qui est un petit peu entre les deux. Généralement, quand on regarde le CPI UK, il se balade généralement entre l'US et la zone euro. Par contre, au niveau des politiques monétaires actuelles, la BOE est sur un stance égal à la Fed. On est sur les mêmes niveaux de taux. Ils ont baissé même un coup de moins que la Fed. Et les anticipations sont encore pires qu'aux États-Unis. On attend un taux neutre au-dessus de 4%. Au UK. Donc là, ils auraient de la marge pour en faire plus. Clairement. Et il y a encore du jus dans le marché sur le UK. Ce qu'on a pu en zone euro avec des anticipations à 1,65 de taux neutre. Et les US, c'est hyper incertain avec Trump. Donc le UK, c'est un peu le sweet spot, à mon avis, sur la partie. Et ça peut avoir un impact positif sur la croissance parce que c'est quand même une économie qui est très sensible aux taux variables. Exactement. À cause du marché immobilier. Exactement. Bon, on suivra effectivement le UK de Keir Starmer. Je voulais qu'on dise un mot de l'Allemagne, bien sûr. Alors, comment vous voyez se mettre en place le débat, la conversation à l'occasion des élections fédérales du 23 février prochain dans le paysage politique allemand, Didier? Et concrètement, quand on dit il faut déverrouiller le budget allemand, je veux dire, nous, Français, on n'a pas, personne n'a envie de voir la dette sur PIB allemande monter à 120 points. Mais je pense que les Allemands n'en ont pas envie non plus. Voilà, donc s'il faut respecter quand même ce que les Allemands ont envie de voir pour leur propre pays, jusqu'où ça nous emmène quand même cette histoire de déverrouiller un peu les limites budgétaires que l'Allemagne se fixe à elle-même, en plus des limites qui sont fixées à l'ensemble des participants de la zone euro. Non mais déverrouiller, ça ne veut pas dire qu'on ouvre la porte en grand, déjà, dans un premier élément. Donc déverrouiller, ça veut dire revoir la règle du frein à l'endettement qui impose un déficit budgétaire maximal de 0,35% du PIB, corrigé du cycle, donc un quasi-équilibre des finances publiques. Et donc l'économie allemande est en panne. Il y a des besoins d'investissement en infrastructures qui sont gigantesques, du côté de la défense également. Et je crois qu'il y a un consensus qui est transpartisan. Un consensus, le mot est fort, mais en tout cas, une approche transpartisane qui est en train de se construire sur l'idée de mobiliser des fonds à minima pour financer certaines dépenses d'infrastructures et des dépenses de défense, qui exigent une réforme de cette règle du frein à l'endettement qui est inscrite dans la Constitution. Alors là, le diable est dans les détails, c'est un peu technique, mais il faut quand même les 2/3 de la Chambre haute et de la Chambre basse pour parvenir à lever cette règle du frein à l'endettement. Donc il ne faut pas que le débat effraie trop non plus, quoi. C'est-à-dire, c'est ça. Comme vous dites, il faut de la mesure dans ce débat. Il faut de la mesure. Ce qui est intéressant et courageux, c'est que CDU et CSU, qui étaient historiquement quand même assez hostiles sur le fait de revenir sur cette règle, disent ouvertement qu'ils sont en fait pour mobiliser certains fonds, en ligne de ce point de vue avec le SPD. Ils profiteraient probablement de cette opportunité pour baisser certains impôts. Donc on va avoir de la négociation politique. Alors dire un mot quand même sur l'équilibre politique en Allemagne. On a la coalition qui éclate. A priori, les élections auront lieu en effet le 23 février. Et suite à ces élections, il y a deux possibilités. Soit on a une coalition bipartie, c'est-à-dire CDU-CSU plus SPD. Et là, on peut avoir un contrat de coalition qui se forme assez rapidement et un accord politique qui se forme assez rapidement. Soit ils n'ont pas la majorité. Les derniers sondages montrent qu'ils n'auraient pas eux seuls la majorité. Auquel cas, il faut s'adjoindre le support d'un troisième parti, soit le FDP qui peut être encore au Parlement ou les Verts. Donc là, il y a beaucoup d'incertitudes. On n'est même pas certain que le FDP reviendrait sera au Parlement parce qu'en réalité, il est à moins de 5% là. Il est juste à la ligne de flottaison de 5%. Donc il y a beaucoup de conditions. Mais en effet, il y a la possibilité, s'il n'y a pas le FDP, de proposer au Parlement allemand d'ici la mi-2025 une réforme de cette règle du frein à l'endettement qui permettrait à l'Allemagne
de faire davantage de dépenses. Alors, un mot là-dessus. Sur le plan de l'impact direct de ce type de réforme, c'est-à-dire des plans budgétaires qui seraient décidés plus tard en 2025. L'impact direct, il ne sera pas avant 2026. Maintenant, en termes de communication, il est clair que si les Allemands commencent à voir... C'est un signal, quand même. Voilà, il y a un effet signal, de signalétique qui, à compter du printemps ou de l'été, peut être assez favorable à l'économie allemande et, soit dit en passant, nourrir une vision un peu plus positive sur l'évolution. La confiance sur l'évolution de l'Europe. Parce que je pense que ce qu'on vit aujourd'hui en Europe du côté des PMI, c'est un choc de confiance. C'est pas un choc structurel. On a des éléments fondamentaux pour dire que la demande interne devrait davantage se reprendre en Europe. Mais on a un choc de confiance qui provoque ce trou d'air. Et donc, c'est un élément assez important de voir une clarification politique en Allemagne, également sur la politique budgétaire, et de voir l'Allemagne s'engager sur des réformes structurelles internes et puis des politiques, mais qui bénéficieront d'abord aux Allemands. Oui, faut pas se leurrer. Et puis il y a d'autres débats qui vont venir sur le vent de la scène. Bénéficier à l'Allemagne, ça peut aussi bénéficier à l'ensemble de... Et puis la fonctionne, défense allemande, le débat sur la défense allemande va venir de façon concomitante avec le débat sur la défense européenne et les fonds qui sont mobilisables à l'échelle européenne pour financer les efforts de défense. Et ça, je pense que ça va retenir l'attention. Et ça fait partie des négociations avec Trump. Trump va quand même obliger que les membres OTAN, surtout les membres OTAN qui, en Europe, qui ne dépensent pas les 2% de PIB actuellement, vont dépenser 2%, ce serait un minimum. C'est un minimum. 2,5%. Et là, il faut bien comprendre le débat. Trump, en effet, souhaite ça parce qu'on sait que jusqu'à maintenant, les 2/3 des importations de biens de défense viennent des États-Unis. Voilà. Donc aujourd'hui, les Européens ont comme devant eux une feuille de route qui consiste à créer un écosystème où ils puissent renforcer leurs efforts de défense, mais sans provoquer des importations en provenance des États-Unis, c'est-à-dire quelque chose c'est en discussion. La France demandait que ce soit effectivement quelque chose de tourné vers l'industrie européenne et les industries européennes. C'est exactement ça. Visiblement, il y a quand même l'idée qu'il faudra accepter 35% quand même de produits, d'importation pour construire une filière industrielle. Je pense qu'il y a deux choses qu'il faut qu'on achète en Europe, c'est les produits de la défense des États-Unis, mais aussi les GNL. Oui, les gaz. C'est ce qu'on... Parce qu'on peut importer, on a besoin de gaz, nous. Eux, ils ont beaucoup. On paye 6 fois plus cher que pour notre gaz que le gaz naturel aux États-Unis. Donc là, aussi, ils nous en vendent déjà un peu quand même. Un peu, mais on peut faire beaucoup plus. On peut importer beaucoup plus. Bon, vous imaginez un monde où il y aurait plus de dette allemande en circulation, c'est possible? Jusqu'à une certaine mesure. Ça reste. Non, mais la première réaction du marché quand la coalition a explosé, ça a été quand même de voir effectivement le taux allemand à 10 ans se tendre un petit peu, quoi, en disant il y aura peut-être plus de papier demain, quoi. Ouais, après, ce qui est toujours intéressant de regarder, c'est quand même les spreads par rapport aux autres. Ça s'est pas tendu non plus que ça sur l'emprunt d'État allemand. C'est remonté un petit peu partout. Les autres ont suivi l'Allemagne aussi. Donc il n'y a pas un grand sujet là-dessus, je pense. Sur le fait que les Allemands vont lâcher les vannes. Ils lâchent peut-être un peu, mais c'est pas un pays qui va et ça va pas lâcher à 120%. Même dans ses mémoires parues aujourd'hui, Angela Merkel reconnaît qu'une réforme de la règle d'or et du frein à l'endettement semble nécessaire aujourd'hui au regard des enjeux qui ont changé. Et puis les termes ont réformé, pas abandonné. Ah non. Il n'y a que nous pour imaginer ça, mais chez eux, c'est bien, on parle d'une réforme. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Thomas Vey, Spirit Asset Management, Edmund Fink, BNP Paribas Wealth Management, Didier Borowski, Amundi Institute. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des territoires, les forces des territoires. Nous en parlons avec Ronan Lemoal, qui est cofondateur et directeur général d'Épopée Gestion. Ronan Lemoal, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot de ce qui a conduit à la création d'Épopée Gestion, donc qui a été créé en 2020 par vous et d'autres. Vous êtes cofondateur, Ronan. Vous quittiez à l'époque Crédit Mutuel Arkea, c'est comme ça qu'on l'appelait, après avoir dirigé pendant 12 ans cette maison. Quel est le diagnostic que vous avez porté justement à l'époque de la création d'Épopée Gestion sur la question de la place des territoires? C'est votre mantra. Il faut même, vous ne dites pas investir, c'est réinvestir les territoires. Il y a une notion d'oubli.
Exactement. En fait, quand j'ai quitté Arkea, effectivement, cette belle maison en 2020, c'était juste avant le Covid, si on s'en rappelle un peu, c'est en février 2020. Et bien, le diagnostic que je faisais à l'époque avec mon associé, moi qui partageais pas mal et toujours ma vie entre Paris et province, c'est qu'on a un pays qui est magnifique, la France. Simplement, c'est un pays qui est un peu concentré dans les grandes métropoles. Les habitants, les agents économiques, la pollution, les maladies, parfois, sans faire référence au Covid. Et donc, nous, on s'est interrogé en se disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour rendre un peu à notre pays ce qu'il nous a donné dans notre carrière. Et donc, aussi, il y a un truc qu'on sait bien faire, c'est l'investissement et l'accompagnement des entreprises. On sait, dans les territoires, il y a un gros enjeu, c'est de réussir à faire recréer des grandes réussites, comme il y a pu en avoir avec le groupe Leduf, le groupe Samsic, Roulier, quelques autres, pour que finalement les entreprises se créent, grandissent, créent des emplois autour, et finalement fassent vivre des écosystèmes globaux, faisant cela, comme M. Jourdain faisait la pro sans savoir, de l'écologie, de l'impact sociétal et de l'impact économique. C'est cette idée toute simple qui a présidé au choix de créer Epopée Gestion à l'époque. Ouais. Mais quand vous dites réinvestir, ça veut dire qu'il y a eu une forme d'oubli. En tout cas, il y a l'idée que les investisseurs, les professionnels de l'investissement, ont peut-être pas bien capté tout ce qui fait la force de ces territoires, mais tout ce qui les caractérise également dans leur manière de fonctionner par rapport aux places et aux endroits beaucoup plus centralisés. Alors nous, on s'adresse pas mal au Grand Ouest, qui est une région assez particulière. C'est une terre d'entrepreneurs, c'est vrai, mais une terre d'entrepreneurs qui ont compris que pour vivre heureux, vivre caché, ça a beaucoup de mérites, mais des inconvénients, notamment de ne pas être bien identifié par les investisseurs. Et donc effectivement, c'est vrai, pendant très longtemps, c'est moins vrai aujourd'hui parce qu'on y est, mais parce que d'autres y sont aussi, eh bien ces territoires n'étaient pas vraiment investis, au premier sens du terme, par les grands investisseurs. Les deals n'étaient pas identifiés, les tickets mis dans les entreprises n'étaient pas suffisants. Bref, le passage à l'échelle n'était pas simple. Donc réinvestir les territoires avec ce double sens, pour réinvestir, ça a d'abord voulu dire pour nous, router 700 millions d'euros pratiquement depuis 4 ans vers les territoires. Donc c'est une de nos grandes fiertés que de se dire que ces grands investisseurs qui nous accompagnent, ils mettaient d'abord leur argent ailleurs et depuis qu'ils sont avec nous, ils le mettent pour une bonne partie dans le Grand Ouest. Et le deuxième sujet, ça a été d'être au contact des entreprises, pour les sourcer, les dossiers, mais aussi pour les accompagner, recruter un DG, aller à l'international, faire sa stratégie marketing avec lui, être un partenaire finalement qui, même en étant minoritaire souvent, est capable d'apporter autre chose que de l'argent. Ça, je pense, c'est un gros atout qu'on a pu apporter vis-à-vis du territoire en question et de nos investisseurs. Ouais. Qu'est-ce qui caractérise le fonctionnement de ces écosystèmes? Pour bien sourcer les dossiers, comme vous dites, pour bien appréhender les cas d'investissement, il faut comprendre comment ça fonctionne dans une région comme le Grand Ouest, mais peut-être aussi dans des bassins ou des localités avec des périmètres un peu plus restreints également. Pour filer un peu la boutage, Ronan-le-Moine, ça sonne breton. Effectivement, il faut d'abord y être. Non, je dis ça à l'introduction, mais c'est vrai. Être partout, mais là, avant tout. L'investissement se voit souvent comme étant dans nos métiers financiers, mais avant d'être financier, c'est une entreprise, un entrepreneur, donc il faut être à son contact, il faut être proche de lui pour sourcer les dossiers, il faut être là où ça se passe. Et là où ça se passe, c'est pour ce qui nous concerne, en tout cas dans le Grand Ouest, donc on est partout sur le territoire, partout où il y a des entrepreneurs, partout où on peut sourcer les dossiers. C'est comme ça d'abord qu'on arrive à attraper la matière. Ensuite, il faut de la confiance. Parce que la finance, c'est de la confiance. Et accepter que quelqu'un rentre à son capital, c'est beaucoup de confiance. Ouais. Et puis derrière, je pense qu'il faut montrer aussi la valeur ajoutée. Pourquoi ? Parce que nous, on n'est pas un des plus gros acteurs qui existent, c'est moins qu'on puisse dire. Et donc, on ne nous a pas attendu pour faire de l'investissement. En revanche, ce qu'on peut apporter de différent parfois, c'est cette capacité à être autre chose qu'un investisseur financier, quelqu'un qui va être capable d'être l'oreille de l'entrepreneur, de l'aiguiller aux bons endroits, de lui donner des bons conseils, de parfois même l'aider à sourcer un certain nombre de sujets. Et ça crée beaucoup de valeur au-delà du financier. Et donc c'est toute cette petite mayonnaise qu'il faut réussir à bien assembler pour créer de la valeur, finalement être capable de vraiment leverager le territoire en question. Concrètement, là, chez Epopée Gestion, comment est-ce que ça se décline là, quelles sont les dimensions d'investissement, les segments de marché qui vous intéressent? Comment est-ce que vous accompagnez justement ces entrepreneurs sur le plan financier, mais au-delà nous, ce qu'on aime bien, je dis souvent, on aime bien identifier un problème et lui apporter une solution par de l'investissement et de l'accompagnement. On fait donc du VC, de venture capital, les startups, parce que les startups, elles ont beaucoup de potentiel en région, mètres carrés moins cher, turnover plus faible, salaire moins élevé, donc toutes les conditions économiques qui vont bien. En revanche, elles sont plus loin, moins connectées aux écosystèmes, plus de mal à trouver l'argent. Donc là, un problème, une solution, l'argent et la connexion aux écosystèmes en question. Il faut du cap dev, donc de l'investissement dans les PME. Là, l'idée, c'est de créer les grands champions de demain. Et de la même manière, les PME, à une époque qui n'est pas si lointaine, on disait une start-up qui n'a pas 100 millions d'euros, elle ne réussit pas, mais quelle est la PME qui arrive à lever 5 ou 10 millions d'euros aujourd'hui? Or, pour créer des champions en région, il faut lever de l'argent. Donc, on essaye également d'accompagner les PME de ce point de vue-là. On a aussi identifié que certains entrepreneurs ont besoin parfois, pour pouvoir investir dans leur outil de production, de pouvoir vendre leurs actifs immobiliers, bureaux, logistique, outils d'exploitation. Mais il n'y a pas d'acteurs sur des tickets de 10-15 millions d'euros. Les gros acteurs, c'est trop petit pour eux. Donc nous, on a créé un véhicule qui agrège tout ça, le propose à des grands investisseurs et permet, via ce qu'on appelle une sell and leaseback, c'est pas très joli, mais de vendre et de louer ses locaux, de réinvestir dans son actif. Ça, c'est un troisième métier. Et le quatrième, c'est l'infrastructure.
Un jour, on identifie qu'il y a une belle boîte qui s'appelle Zephyr et Boré qui crée des cargos à voile, des voiles métalliques pour faire des liaisons entre Le Havre et New York sur du chargement du fret, des bateaux de 200 mètres de long. Simplement, c'est un bateau qui a besoin d'être financé depuis l'Orient, de mettre à l'échelle des filières industrielles, des voiles, de l'intelligence artificielle et qui ne trouve pas de financement. Voilà, de la même manière, on arrive à financer ce genre de véhicules. Voilà un peu le typologie d'acteurs qu'on accompagne et pourquoi on le fait. Un problème, une solution, l'investissement, l'accompagnement. Et vous le dites, vous parlez, vous rencontrez des entrepreneurs qui sont coupés de cet écosystème financier, parfois très parisien, voire très européen même. Un problème de code. Aujourd'hui. Il y a souvent il ne faut pas généraliser. Il y a des acteurs qui font très bien leur métier en région, y compris à Paris, pas d'ostracisme, loin s'en faut. Mais c'est vrai que souvent, la confiance qui n'est pas qu'une confiance financière, mais d'être du cru, si on peut se permettre l'expression, c'est un vrai sujet. Parce que accepter que quelqu'un, si je prends l'exemple du capital, rentre votre capital, si c'est une boîte familiale, c'est encore pire, j'allais dire, c'est une intimité très très forte. Donc c'est vrai que cet ingrédient-là, on l'a. On l'a par notre passé. Bon, moi, j'ai écumé les routes de Bretagne pendant, je fais 12 ans de direction générale d'Air Cam et 25 ans dans cette belle maison, dont je connais à peu près... Oui, toutes les routes, quoi. Ça aide, donc ça aide pas mal. Donc c'est un ingrédient hyper important, je le découvre chaque jour un peu plus. Il y a des choses que j'apprends d'ailleurs aujourd'hui, avec des gens dont j'étais le banquier qui ne me disaient pas avant. Parce que bien sûr, le statut a changé, la relation est différente. Ça change, effectivement. C'est quoi un exemple de belles réussites à laquelle vous avez participé, que vous avez accompagné, qu'on peut mettre en valeur? Il y en a deux qui sont assez sympas, il y en a pas mal, on en a plus de 50 aujourd'hui, mais deux peut-être emblématiques. Une dans le VC, une boîte qui s'appelle Shopopop, qui est basée à Nantes, qui fait de la livraison de courses collaborative. Ça veut dire quoi? Vous voulez faire vos courses, vous n'avez pas le temps, votre voisin adore aller chez grande marque de distribution. Oui. Il y va tous les jours, il fait vos courses en même temps et vous les livre chez vous. Et ça s'appelle les Shopopers. Et donc, ça se multiplie à loisir. Incroyable. Fait plusieurs. Et je suis rémunéré pour ça, pour apporter les courses de mon voisin. Exactement. Très belle boîte nantaise qui a une très très forte traction, qui se développe très très fort. Et un autre exemple. Non mais valeur économique, valeur sociale, très forte aussi. Énorme, bien sûr. On n'a pas parlé de l'extra-financier, etc. Mais bien sûr, là, l'extra-financier sur cette boîte-là, il est bien sûr important. On le mesure, on le trace, on le monitore. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, à 2,5 km de chez moi au sens mon domicile personnel, à la pointe du Finistère, à Plougasset d'Aoulas, une entreprise qui s'appelle Skiban, qui est une entreprise familiale qui a plus de 70 ans, qui a commencé dans l'électricité générale et qui aujourd'hui fait des systèmes de serre, de chaleur par éolien, de chaleur par récupération de la chaleur, bref, très ESG également, qui est une très très belle PME qu'on accompagne aujourd'hui depuis maintenant quelques mois et qui est la preuve à la fois de la proximité territoriale, de la transition d'un modèle économique à un autre et la transition d'un modèle, on va dire, classique à un modèle beaucoup plus vertueux. Il faut être minoritaire, il faut être majoritaire dans ces aventures, dans ces histoires? On est plutôt minoritaire. Nous, majoritaire, c'est un autre métier, comme je dis souvent, majoritaire, c'est être au destiné de la maison. Par contre, on aime bien être un minoritaire accompagnant. Ça veut pas dire, et donc, pour accompagner, il n'y a pas besoin forcément du poids du capital. Je pense que la force des idées suffit. Un entrepreneur, c'est intelligent. Si vous lui apportez de la valeur, que c'est minoritaire ou majoritaire, il l'apprend à tous les coups. Ouais. Vous êtes devenu entreprise à mission cette année. Alors, la raison d'être, je la cite précisément, Ronan, on vient d'en parler, réinvestir les territoires, c'est accélérer durablement leur transformation et celle de leurs acteurs, c'est vivre et travailler là où on le souhaite et c'est réinventer le pacte économique, écologique et social. Être une entreprise d'investissement à mission, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça change par rapport à une entreprise d'investissement qui ne serait pas une entreprise d'investissement à mission? Je serais tenté de dire, nous, ça n'a pas changé grand-chose. Pourquoi? Parce qu'on a pris ce statut après que tout le reste eût été fait. C'est-à-dire qu'on est une boîte relativement jeune, on a 4 ans, on est 34, on a une moyenne d'âge d'une trentaine d'années, des jeunes qui poussent très fort, comme nous, pour ce modèle de durabilité. Et donc, en fait, après avoir créé des fonds dans lesquels on a mis une partie de notre caride sur les indicateurs ESG, après avoir aligné nos participations en leur donnant une feuille de route à 5 ans pour une trajectoire carbone, sociale, économique, après avoir créé un fonds de dotation qui vise effectivement à soutenir les commerces de proximité de manière non-profit, on s'est dit que la continuité logique, ayant tout aligné, c'était prendre le statut qui va bien avec ça. C'est engageant, c'est vrai, mais pas beaucoup plus engageant finalement que ce qu'on fait. C'est la concrétisation simplement de démarches naturelles ou qui étaient mises en place naturellement depuis la création d'Épopée Gestion. Exactement, c'est une conséquence plus qu'une volonté initiale. Voilà. Bon, quelle est la feuille de route des prochaines années là, pour Épopée Gestion, Ronan? J'aime pas raisonner en métrique parce que c'est plutôt un producteur, mais nous, ce qu'on aimerait être, c'est un peu, alors le mot est pas très bon, mais le one-stop shop pour les entreprises en région, complémentaires aux banques, qui permettent à des entrepreneurs effectivement de créer l'emploi, créer des entreprises, grandir, faire vivre des gens au pays, comme on dit effectivement. Ça, c'est important. Si on arrive à faire ça, ça supposera une certaine taille. Je pense qu'on a vraiment répondu à notre mission, d'une part,
à nos aspirations personnelles, à mon associé et à moi, et je pense aussi pas mal aux aspirations des équipes qui nous ont rejoints depuis 4 ans maintenant. Merci beaucoup Ronan, merci d'être venu nous parler de ces territoires, les forces des territoires qui sont évidemment des bassins d'investissement particulièrement intéressants. Vous l'avez démontré avec la création d'Épopée Gestion il y a quelques années maintenant. Ronan Lemoyle, cofondateur et directeur général d'Épopée Gestion, était l'invité de ce quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Be Smart for Change.